Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Evelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! Je l'ai rencontré en 2024 lors d'un vol d'avion Arizona-Montréal alors que j'écoutais un livre audio. C'est que pour la durée de ce vol, j'avais envie de découvrir un livre qui abordait la santé d'une manière positive. Et mes recherches m'ont proposé l'Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur est la santé du corps. Je me souviens que j'avais avec moi un petit livret pour prendre des notes et de l'avoir rapidement abandonné à force de noter en me disant que j'allais plutôt le réécouter. Tout mon être aimait ce que j'entendais. Gwenaëlle Battard est praticienne en médecine ayurvédique à Paris. Spécialiste en plantes médicinales, herbaliste, ethnobotanique et pensée positive, elle est la fondatrice de Mira Ayurveda et de l'Ayurveda Sourire. Bienvenue, Gwenaëlle. Merci beaucoup, Evelyne. Merci pour cette belle présentation. Mais ça me fait plaisir. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, j'étais vraiment contente que tu acceptes mon invitation parce qu'on ne se connaît pas personnellement. Donc, c'est vraiment à travers un de tes livres que je t'ai découverte. Et Oui. puis, belle découverte, vraiment. Merci beaucoup, mais c'est avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup de m'avoir contactée. Mhm. Dis-moi, Gwenaëlle, parce que moi, j'ai fait mes recherches, j'ai lu plein de choses et je sais que l'Ayurveda, proprement dite, est arrivé dans ta vie peut-être un peu plus tard, mais déjà enfant, il y a des choses qui se tramaient. Exactement. Oui, c'est vrai. J'ai pas une histoire complètement folle, moi, avec l'Ayurveda, parce que des fois, il y a des traumatismes, des accidents, des choses comme ça. Moi, ça a été plutôt progressif. Depuis toute petite, en fait, je suis fascinée par l'Inde. J'étais aussi passionnée par le parfum. Donc voilà, c'était un peu les deux choses qui m'habitaient, hein. Et j'ai fait ma première vie professionnelle dans la création de parfums. Et après, ben, l'Inde s'est imposée à moi un peu comme une évidence. J'avais déjà de toute façon fait mon premier voyage en Inde à 15 ans, ce qui est, enfin, à l'époque, c'était pas du tout une destination pour les personnes qui avaient 15 ans. C'était pas du tout touristique comme ça l'est maintenant. Je sais bien que je resplendis la jeunesse, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'était pas à la mode, quoi. Voilà, je ne dirais pas en quelle année c'était. Il faudra lire les livres pour le savoir. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'était mon premier voyage. Et puis après, ça a commencé vraiment à infuser en moi. Ça a infusé pendant de nombreuses années, du coup. Et c'était ça qui vibrait. Il y avait l'Inde, la culture indienne, les déesses, la mythologie. C'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. Et l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda est arrivé vraiment un petit peu comme ça en filigrane. Je ne savais pas trop ce que c'était au départ. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai commencé à m'y intéresser. Et là, ça a vibré très fort. Et ça a vibré très fort à un moment où je n'étais plus en phase justement avec ma vie professionnelle de l'époque. Et donc, c'était parfait, hein, en fait. Hmm. Et donc, ça a commencé par l'odorat, par les parfums, les odeurs. C'est ce que j'avais aussi trouvé dans mes recherches. Et par contre, tu abordes aussi la théorie des 5 éléments. Est-ce que tu pourrais nous en parler parce que je trouvais ça très intéressant? Oui. Alors, la théorie des 5 éléments, c'est une théorie fondamentale de l'Ayurveda. Déjà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Ayurveda, c'est une médecine holistique et qui considère que nous sommes en fait le reflet de l'univers. Nous sommes un microcosme dans un macrocosme. Donc, nous sommes vraiment un mini-univers à nous seuls. Et l'univers est composé de 5 éléments. Donc, nous sommes aussi, à notre niveau, composés des 5 éléments à l'intérieur de nous, sous notre forme physique, spirituelle, psychologique, voilà. Donc la théorie des 5 éléments, en réalité, c'est considérer ces 5 éléments-là comme faisant part de toute chose. Donc on parle de l'éther, qui est le premier élément de tous les éléments, qui est très peu connu en Occident. C'est en fait un espace invisible, infini, impalpable. C'est un peu le champ de tous les possibles, qui est à la fois vide
est plein, c'est-à-dire qu'il est vide parce qu'il est au commencement de tout, et il est plein parce qu'il contient en lui la manifestation de toute chose. Donc il faut imaginer que c'est un peu comme un espace invisible, impalpable. Il y a aussi l'air, donc qui est connu, il y a le feu, il y a l'eau et la terre. Donc voilà, et en fait tous découlent de cet élément éther parce que finalement c'est le premier de tous. Mais voilà, de façon subtile, ils sont aussi déjà présents finalement dans la matrice invisible de manifestation de cet élément qui est l'éther. C'est un peu le début de tout. Ah, c'est très intéressant. Et donc, ça se retrouve, ces éléments-là, comme si dans tout, ça se retrouve aussi à l'intérieur de nous, de Tout à différentes fait. façons. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'éther, comme c'est un espace impalpable, c'est l'espace qu'on a en soi, aussi bien dans les cavités, par exemple, des narines, que l'esprit ou la Voie lactée, par exemple. Tout ça, c'est de l'éther, l'espace, vous voyez. En fait, c'est ça qui est intéressant parce que ça montre à quel point l'Ayurveda est holistique. Et en fait, dans chaque notion ayurvédique, on peut trouver son compte d'un point de vue purement matériel, concret, physique et palpable, ou dans le monde de l'invisible et de l'impalpable, hein, du spirituel, du cosmique, voilà. Puis, à travers, ben, en fait, là, on parle on parle des 5 éléments, mais l'Ayurveda, sourire, est-ce qu'elle en est inspirée? Ou, ben, en fait, quelle est la définition de l'Ayurveda, sourire? De où ça vient? Alors oui, en fait, l'Ayurveda, c'est de toute façon les 5 éléments. Comme les 5 éléments sont de OK. l'Ayurveda, c'est indissociable parce que l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Donc voilà, et la vie, elle existe grâce aux 5 éléments. Donc c'est indissociable. Et l'Ayurveda sourire, en réalité, c'est une pratique que j'ai mise en place, que j'ai développée parce que c'était ce qui me parlait le plus à moi. C'est-à-dire que vraiment j'ai pris l'Ayurveda traditionnel, l'essence pure de l'Ayurveda que j'ai étudié, moi en Inde, dans les textes aussi anciens, dans tout ce qui est toute la sagesse ancestrale indienne, les Védas, et j'ai adapté ça en fait au monde occidental en rendant ces pratiques accessibles sans qu'elles soient dénaturées avec justement un autre outil que je trouve absolument magique et incroyable, qui est le sourire, la pensée positive, la joie. Et donc c'est comme ça, j'ai voulu en fait allier les deux. Et c'est ça qui a donné naissance à l'Ayurveda sourire. Parce que pour moi, le sourire, c'est déjà la plus grande des médecines. Donc quand on les met ensemble, en fait, ça ne peut être qu'un mariage heureux. Et c'est comme ça qu'est né l'Ayurveda sourire, en réalité. Mais l'Ayurveda est déjà un sourire en soi. Toutes les démarches de développement personnel sont déjà en fait dans l'Ayurveda, dans les textes anciens. C'est assez fou parce que quand on arrive à lire entre les lignes, on comprend qu'ils avaient déjà tout compris et qu'ils avaient déjà en fait saisi l'essence même de l'être et de l'équilibre sous toutes ses formes. Et l'équilibre, c'est aussi de la joie, c'est aussi de l'enthousiasme. Pas seulement, hein, bien sûr, il n'y a pas de joie sans tristesse, c'est toujours les phases de deux pièces, hein, il y a toujours des opposés, mais en tout cas, la joie est garante aussi, quelque part, d'une bonne santé. Elle favorise en tout cas. Hmm. C'est drôle parce que moi, j'avais toujours, avant de lire ton livre, j'avais toujours associé l'Ayurveda à une certaine spiritualité, à l'alimentation, à quelque chose de plus sérieux, de plus... Moi, j'ai toujours dit l'Ayurveda, c'est une science. Alors là, d'amener la connotation, l'Ayurveda, ben, en fait, le mot sourire, je trouve que ça allège, puis ça rend effectivement accessible. Alors, c'est réussi, je pense. Oui, ben, c'est sûr, mais parce que en fait, l'Ayurveda, les textes anciens, ça peut être un peu strict, et c'est vrai, c'est une science, littéralement. C'est très technique, l'Ayurveda, c'est très sérieux, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une médecine ancestrale, c'est la plus vieille médecine du monde, c'est la mère de toutes les médecines. Mais elle tient compte de tout. C'est vraiment une médecine holistique. Donc oui, il y a l'alimentation. Bien sûr, il y a l'hygiène de vie, il y a les plantes médicinales, il y a la spiritualité. Mais une des clés en fait de l'Ayurveda, c'est aussi que les maux du corps sont le reflet des maux de l'esprit. Donc on tient compte en fait beaucoup de l'esprit. C'est en fait tout ce qui se passe au niveau de l'esprit va se cristalliser dans le corps. Et c'est ça
qui va en fait donner naissance aussi à des troubles, à des maux. Voilà, nous on passe par le corps, donc par le grossier entre guillemets, c'est-à-dire l'aspect matériel en fait de l'être, pour pouvoir aller vers le subtil, vers l'esprit, vers cette essence-là. Donc la joie, elle est au niveau de l'esprit. La joie, c'est une forme d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est Dieu en soi. Donc on est en fait déjà sur quelque chose de spirituel. Donc Absolument. c'est très sérieux en réalité. C'est très sérieux, mais c'est démocratisé et comment dire, un peu, je trouve pas le mot, mais en tout cas voilà, détendu quoi, dans ce Accessible. sens-là. Je pense que Oui, oui. c'est ça, c'est accessible, tout à fait. Et ça parle Ouais. plus quand on a des outils qu'on connaît déjà. Mais ça ne veut pas dire on s'éloigne de l'essence. Et ça, c'est très important. Et ce qui est très intéressant avec l'Ayurveda, je trouve, c'est que c'est vraiment, comme tu le dis, une médecine ancestrale, donc on pourrait dire dépassée en nos temps modernes. Et Par oui, contre, elle s'adapte. tout à Elle fait. s'adapte aux défis. Et d'ailleurs, parlons-en de ces défis de santé que vivent les femmes de notre époque. Comment l'Ayurveda va combler ou va répondre aux défis des femmes d'aujourd'hui? Alors en fait, il faut voir l'Ayurveda comme une source intarissable de connaissances qui arrive à s'adapter absolument à toutes les époques et à tous les lieux. Voilà, à toute personne. Donc c'est comme si y avait un puits infini de sagesse et qu'il fallait aller piocher dedans. Et l'interprétation qu'on va en faire et comment on va utiliser cette médecine va permettre en fait de répondre à tous les maux, même si c'est des siècles plus tard. Donc aujourd'hui, les femmes, elles sont confrontées à plein de maux différents, plein de troubles. Mais l'Ayurveda a déjà les réponses parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est la science de la vie, c'est un art de vivre. Donc l'Ayurveda, il étudie déjà en fait le fonctionnement de l'être sous tous ses aspects. Donc finalement, derrière chaque mot, il y a un dysfonctionnement qui va répondre à des désordres intérieurs qui sont déjà appréhendés dans la médecine ayurvédique avec les doshas, par exemple. On va pouvoir voir dans n'importe quel trouble, voilà, qu'est-ce qui se passe symptômes, ça va être ça. Les symptômes, c'est un indicateur. Nous, on s'intéresse à la cause, mais quand on a un symptôme, ça nous donne quand même des clés. Je vois que là, il se passe ça, il se passe ci, il y a de l'inflammation, ça se passe à tel endroit du corps. Pourquoi? Peu importe le nom de la maladie. On voit que le déséquilibre qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne, il se manifeste d'une certaine façon. Cette manifestation-là, elle va pouvoir nous aider à y voir clair. On va avoir plein d'outils, une lecture du corps qui va être très approfondie et à la fin, on comprendra avec l'histoire vraiment personnelle de la personne, tout son vécu, ce qui est en train de se passer en elle. Qu'est-ce que son corps est en train de lui dire? Finalement, l'Ayurveda, c'est une médecine traductrice. Elle permet aux êtres de pouvoir communiquer avec leur corps de façon fluide. Et ça, en fait, c'est infini. C'est infini et ça n'a pas de limite de temps. Et par exemple, si ce que je trouve intéressant, puis tu me corrigeras là, parce que je suis vraiment pas spécialiste de l'Ayurveda, de l'Ayurveda, et c'est pour ça que tu es là. L'Ayurveda, l'Ayurveda. C'est beau la C'est beau là. l'Ayurveda. Mais oui, tout à fait. Euh, et dans le fond, c'est que par exemple, je remarque que les femmes vivent énormément de culpabilité, de stress, puis ça va se traduire de différentes façons dans le corps. Est-ce que l'Ayurveda va traiter, je sais pas si c'est le bon mot, mais va chercher dans toutes les sphères, donc au niveau de l'alimentation, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'activité physique, le sommeil, est-ce qu'on va suggérer pour altérer le problème, est-ce qu'on va aller dans toutes les sphères ou si l'Ayurveda va vraiment travailler une partie? Je sais pas si c'est clair ma question, là. C'est très clair, Evelyne. Oui, OK. C'est très clair. Alors du coup, nous, on s'intéresse pas à une partie, justement. OK. On s'intéresse toujours au tout. Et en fait, alors il faudrait que je trouve un exemple pour pouvoir illustrer, ce sera plus simple. Une personne, une femme qui aurait de l'endométriose, par exemple,
Oui. Alors oui, ça va être intéressant de voir si, je sais pas si c'est localisé en fait dans l'utérus spécifiquement ou si jamais ça va sur d'autres organes. Mais imaginons, euh, c'est l'utérus qui est concerné. On va pas rester que sur l'utérus. Alors déjà, bien sûr, il va falloir appréhender la femme avec ce que ça représente pour elle. Quelle est la symbolique qu'il y a derrière ça pour elle, avec sa propre histoire? L'utérus, c'est quand même l'athanor, c'est le four alchimique. C'est très très fort, c'est très puissant d'avoir des symptômes, en tout cas qui touchent au féminin, dans tout ce qui touche à la reproduction, à la sexualité, à la féminité, voilà, à tout ça. Donc ça déjà, c'est très important. Donc on va s'intéresser à ça, bien sûr, mais après on va s'intéresser au tout, parce que elle est un tout. Elle n'est pas qu'un utérus. Elle est aussi déjà qui elle est, elle, avec son histoire, mais elle est aussi du mental, elle est un cœur, elle est des jambes, des bras, enfin voilà. C'est comme quand on regarde un autre exemple qui peut être très parlant, en fait, c'est les problèmes ostéo-articulaires. Quelqu'un qui a mal, par exemple, à une jambe, j'ai eu ce cas il y a pas longtemps, ne va pas forcément associer cette douleur à sa mâchoire. Alors que peut-être que ça vient de sa mâchoire. Parce que la chaîne ostéo-articulaire, elle est grande. C'est pas qu'une partie. Ça peut très bien venir des hanches. Et les hanches, finalement, elles sont reliées aussi à toute cette colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, elle est aussi dans la mâchoire. Enfin, la mâchoire, en fait, va avoir un impact, en tout cas, sur l'ossature. Donc tout ça, on en tient compte. Et une personne qui a des troubles menstruels, par exemple, eh ben, elle pourra être aussi dans cette dynamique-là. Elle pourra aussi avoir dans ses mémoires cellulaires des empreintes transgénérationnelles, des lignées de femmes. Elle pourra en fait porter la souffrance de ses ancêtres. Il peut y avoir tellement, tellement de choses. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est que finalement, on va aller accompagner la personne, on va comprendre son trouble et l'écouter parce que aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on ne s'écoute plus et on n'est plus écouté par personne. Et donc, elle se sentira entendue, elle aura un espace pour elle. Et après, on ira décortiquer, on ira chercher. Mais en tout cas, l'Ayurveda, ça tient compte de toujours de tout. On va jusqu'à la source et c'est la cause qui va nous intéresser parce que quand on comprend ce qui s'est passé au début, on arrive à dénouer tout le cheminement et le symptôme là peut s'apaiser ou disparaître. Et bien sûr, c'est un long chemin, très souvent. Et si on parle d'un point de vue purement physique et purement médical ayurvédique, il y a 7 tissus. Donc il faut passer par tous les tissus pour pouvoir régénérer le corps. Et voilà, il faut que le tissu d'avant, en fait, soit réparé aussi. C'est un ensemble, en fait. C'est toujours une chaîne. C'est jamais isolé. Hmm. Donc, quand on entre dans une approche ayurvédique, c'est le début d'une aventure pour changer nos habitudes. Puis, euh, j'ai beaucoup aimé dans ton livre, à un moment donné, tu dis, on dit souvent l'amour de soi, c'est important de s'accorder de l'importance et tout ça. Et il y a une expression que c'était la première fois que je l'entendais comme ça, puis j'ai fait, ah, c'est bien beau, le parchemin de la vie. Ah oui, tout à fait. L'amour de soi comme étant le parchemin de la vie. Mais absolument. Mais oui. Parce qu'en fait, vraiment, on est les acteurs de notre existence. Et d'ailleurs, l'Ayurveda, c'est une médecine de responsabilité, hein. Elle redonne les clés. C'est pour ça que c'est aussi difficile pour certaines personnes, parce que bah, c'est quand même une prise de conscience et il faut agir. Si on ne fait rien, bah, rien ne se passe, hein. Moi, je suis pas magicienne. Moi, j'accompagne. En fait, c'est le vivant, en fait, qui va guérir. C'est pas moi. C'est la personne avec tout ce qu'elle va mettre en place. Et en effet, le parchemin de la vie, c'est très juste, parce que finalement, d'un point de vue vraiment des sagesses ancestrales indiennes, aussi bien que dans la vie concrètement, on est l'acteur de sa propre vie. On décide chaque jour, en fait, de petits gestes qui vont vers le bien-être ou le mal-être. C'est des choix, c'est toujours une question de choix, savoir faire des choix pour soi, ce qu'on va ingérer, ce qu'on va faire comme activité, comment on se parle à soi, quel est le rapport qu'on a aux autres, comment on arrive à se respecter, à poser ses limites, à ne pas s'abandonner. Donc oui, c'est le parchemin de la vie parce qu'en fait, on écrit son histoire. On est le propre héros ou héroïne de toute son épopée. Et ça, c'est entre nos mains. On peut décider ça. Et dans les textes anciens, par exemple, pour faire très simple et enfin, simplifier au plus,
on parle aussi de ça, de cette scène un peu de cette vie qu'on est en train de vivre avec le voile de l'illusion, le voile de Maya, on appelle ça. Et il y a ce jeu aussi, lila en sanskrit, hein, ce jeu où on est là, où finalement on expérimente. L'âme, en fait, elle s'incarne dans notre corps et elle expérimente, elle joue, elle teste. Ouais, c'est Donc, drôle parce que il y a une deuxième expression que j'avais notée, que j'ai beaucoup aimée, c'est que tu disais de faire pétiller son corps. mais oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bah, le corps, c'est sa boussole, hein, c'est quand même notre véhicule. Mhm. C'est pas rien. Est-ce qu'on a envie de se balader dans une voiture toute pourrie? Ou est-ce qu'on a envie en fait de mettre des paillettes, des fleurs, un super klaxon qui fait tit tit, enfin je sais pas. Moi j'aurais envie de ça, j'aurais envie d'un super véhicule. Voilà, et j'aurais envie que ça pétille, bien sûr. Parce que finalement, en fait, ce qu'on a à l'intérieur, ça resplendit à l'extérieur. Ça, on le sait. Donc c'est important d'en prendre soin. Très important. Et de favoriser des routines qui amènent de la joie. Mais oui. Alors après, bien sûr, hein, moi je parle beaucoup de joie, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que tout n'est pas joie, hein, bien sûr, évidemment. On est des êtres complexes et c'est normal de ne pas toujours être dans la joie. Ce serait même malsain. Au même titre que pour avoir de l'équilibre, il faut du déséquilibre. Donc voilà, on est fluctuant comme la nature, on est impermanent comme la nature. Donc voilà, on est exactement pareil. Mais en tout cas, oui, des routines qui nous font du bien. Quand on a des petites routines comme ça qu'on tient, ça change complètement notre quotidien. Ça change aussi notre vision des choses, notre rapport à nous-mêmes, aux autres. C'est important en fait de savoir qu'on se fait du bien, qu'on apporte en fait des choses positives pour soi, euh, parce que quelque part sinon on est un peu dans de l'autosabotage et dans quelque chose d'un peu triste, d'un peu qui tire un peu vers le bas. Donc, c'est la puissance de ces belles habitudes qui contribuent à notre mieux-être. Puis concernant, comme le podcast s'adresse aux femmes de 40 ans et plus, c'est sûr que les hommes peuvent l'écouter aussi, les femmes plus jeunes peuvent l'écouter, bien sûr. Mais est-ce que toi, parce que je sais que tu fais aussi de la consultation, tu offres des ateliers, tout ça, est-ce que toi, il y a un mythe que tu aimerais voir s'effacer ou disparaître? Ouais. J'ai dit un mythe, mais ça peut être aussi des idées reçues. Mm. Oui. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est que et que je trouve vraiment triste, quand quelqu'un est dans la souffrance de quelque chose et qu'il l'exprime, qu'il a déjà le courage de l'exprimer, de l'exposer, il faut l'écouter et il a raison. C'est vrai, ça existe. Voilà, parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en consultation. Des personnes qui me disent, bah, je suis allée voir tel spécialiste, tel médecin, et en fait, bah, ils ont rien trouvé dans mon analyse de sang, ils ont rien trouvé là, donc ils me disent que non, j'ai rien et que bah, il y a rien. Mais à partir du moment où il y a quelque chose pour la personne, il y a quelque chose. Point. Ça existe. Mm. Et ça, c'est important parce que c'est horriblement violent de faire ça à quelqu'un. Ça veut dire qu'on ne la reconnaît pas dans sa douleur, que finalement elle n'a pas le droit d'exprimer son mal-être et que elle ne peut que se cantonner aux cases qu'on lui a imposées d'une analyse de sang, de certains examens. Elle est plus que ça et parfois il y a encore beaucoup de choses qu'on comprend pas. Donc non, ça existe. Donc ça, oui, je dirais que c'est hyper important. Et de façon, ça concerne un peu tout le monde, mais les femmes, elles sont souvent pas écoutées de la même façon, en fait. Souvent, on les prend moins au sérieux. On pense qu'elles exagèrent. Et ça, je trouve ça complètement dingue. Et à chaque fois, il y a encore ce truc, on est en 2025, mais il y a encore ce truc que, mais non, mais c'est dans sa tête. Alors oui, bah peut-être. Et alors, quand bien même ce serait dans sa tête, c'est important, sa tête fait partie d'elle, hein, déjà. Et après, ou sinon, bah, c'est son poids ou des choses comme ça. Mais enfin bon, c'est fou ces histoires-là, hein. Il y a un moment, il faut évoluer un peu là, hein. Il y a encore Mm. beaucoup ça. Ah voilà, il va falloir que vous perdiez du poids parce que c'est pour ça que vous avez ça. Mais quel rapport? On peut très bien, et alors ça, l'Ayurveda le dit sans problème, on peut très bien en fait être en surpoids et être en très bonne santé, comme on peut être en fait très mince et rentrer entre guillemets dans l'IMC qui est OK quoi pour la médecine et être en très mauvaise santé, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Une personne par exemple de Prakriti, donc de constitution Kapha, donc le dosha qui mélange l'eau et la terre, aura une tendance naturelle à être
un peu plus dodue, on va dire, parce qu'elle aura une ossature plus épaisse et que, bah, comme c'est de l'eau et de la terre, quand on mélange l'eau et de la terre, ça fait de la masse. Donc, elle peut en fait naturellement faire plus de masse. Ça ne veut pas dire qu'elle sera grosse, elle peut être très mince, hein. Mais en tout cas, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en santé. Mais c'est surtout ça. Mais voilà, naturellement, elle sera en santé en étant avec plus de masse qu'une autre personne. C'est sa constitution. Et peu importe, plus de masse que ce soit à 50 kilos ou à 110, enfin, on s'en Mm. fiche. C'est c'est pas une question de poids en fait. Bien sûr, après quand c'est des personnes qui ont vraiment un fort surpoids, qui sont vraiment en surpoids important, bien sûr, ça pèse sur les articulations. Il y a plein de choses comme ça. On n'est pas dans des cas extrêmes. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est des raccourcis qui sont vraiment, enfin, pas respectueux de l'humain en fait, tout simplement. Et c'est Mm. beaucoup les femmes. Franchement, à chaque fois, on dit ça aux femmes. Donc voilà. C'est Ah un oui, peu mon coup de absolument. gueule. Ben, c'est un beau sujet que tu soulèves là, parce qu'effectivement, il y a énormément de pression sur les femmes en lien avec le poids, et comme si on devrait toutes correspondre à un seul standard de beauté. Tout à fait. Mais oui. Et puis, alors, du coup, le poids dans les deux sens, hein. J'insiste, hein, parce que moi, j'ai eu des pépites, donc des clientes que j'ai accompagnées, qui étaient très complexées parce qu'elles étaient minces et qu'elles étaient trop minces, qu'elles n'arrivaient pas à prendre du poids. Et on leur faisait aussi plein de remarques là-dessus. Mais je veux dire, c'est fou, c'est en fait, ça les regarde pas, hein. C'est leur histoire, elles font ce qu'elles veulent avec leur corps. Et moi, je trouve ça assez fou. Voilà. Donc oui, si j'avais des coups de galère, en tout cas, ce serait là-dessus. Et c'est des choses que je vois beaucoup en consultation et enfin, je trouve ça vraiment triste, surtout aujourd'hui, quoi, à l'époque à laquelle on est. Oui, à l'époque. Puis aussi, c'est que, ben, en fait, en tant que femme de 40 ans et plus, on a une certaine responsabilité pour la génération qui vient. Moi, en tout cas, je sens très, très fort cette responsabilité de savoir comment bien prendre soin de moi pour permettre à ces jeunes filles de prendre soin d'elles à leur façon. Et cette responsabilité-là, évidemment, ben, ne peut pas que appartenir à une seule personne, là. Je pense qu'on on doit se la partager, mais du moins, je pense qu'elle appartient aux femmes. Et penses-tu que plus les femmes seront en connexion les unes les autres, euh, plus il y aura cette possibilité qu'on devienne ensemble des modèles, puis qu'on change les choses un peu plus? Absolument. Alors là, là, tu vas m'envoyer sur un sujet, mais en tout cas, oui, je suis complètement d'accord. Je vais faire simple pour pas m'enflammer parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. La sororité, c'est tellement important. C'est tellement important de se reconnaître dans l'autre et puis d'accueillir la beauté divine en fait des femmes, de toutes les femmes. Enfin, et toutes les femmes sont belles et elles ont toutes quelque chose à apporter et ce ne sont pas nos ennemis, bien au contraire. En fait, le jour où vraiment la sororité va resplendir et puis transpirer dans nos sociétés, je pense que beaucoup de choses vont changer. Parce que les femmes ensemble, elles peuvent être tellement puissantes. Tous les êtres ensemble sont très puissants, mais les femmes, je veux dire, le féminin, c'est la force de manifestation hein, dans l'univers, dans les sagesses ancestrales aussi. Par exemple, les dieux ne peuvent pas en fait utiliser leur pouvoir ou les mettre en pratique sans leur déesse. Donc, la déesse, en fait, et le féminin, c'est cette force de manifestation, cette force de vie. On a ça, cette force de vie qui vibre dans notre utérus, justement. Qu'on ait un utérus ou qu'on n'en ait plus, peu importe, il est là. Elle est là, cette force. Et donc, si jamais on arrive, en fait, à toutes se connecter, ce sera juste phénoménal. Phénoménal. Je pense qu'en tout cas, ça pourrait aider les générations futures. Puis, est-ce que tu abordes ces termes-là, justement, parce que là, j'ai parlé de ton livre que moi, j'ai lu, qui est l'Ayurveda Sourire, mais il y a aussi Femme ayurvédique, femme divine. Je ne sais pas si tu as une copie à nous montrer, Si, si, bien sûr. puisqu'on parle de force divine. Tout à fait. Alors bon, c'est mon exemplaire avec tous mes petits post-it, mais en tout cas, voilà. Oh, Très belle il est couverture. magnifique. Ouais, avec Gayatri, donc la déesse Gayatri. Et alors, j'insiste par rapport à ce qu'on vient de dire, je ne sais pas si vous voyez, ceux qui peuvent voir la vidéo, qu'elle a trois bourrelets. Et ça, c'est important. Voilà. Et elle est magnifique.
Et elle est très belle. Voilà, elle est très belle et elle a toutes ses facettes en fait, tous les visages qu'elle a en fait, c'est les moments de la journée, mais c'est aussi en fait la Ah, fluctuation de la femme, les cycles de la femme, le cycle du féminin. Voilà, c'est une déesse de lumière, de soleil. Elle est absolument magnifique. Mais oui, alors ce livre-là, en effet, est un livre qui parle beaucoup du féminin sacré et de l'Ayurveda. Et je m'inspire ben, de ce qui me fait vibrer moi très fort, c'est-à-dire les déesses indiennes, les mythes, les légendes. Et j'utilise ça en fait puisque c'est justement des outils très puissants pour pouvoir accompagner les êtres ben, à réaliser un petit peu leur légende personnelle. Ouais, il y a un peu ça, finalement, ah, et à donner du sens à l'existence avec enfin, du symbolisme, en fait, qui est ancré aussi dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif. Donc, il y a tout un aspect aussi très philosophique. Il y a des contes également que j'ai écrits, que j'ai créés pour chaque déesse, pour qu'on puisse aussi se réapproprier sa force, parce qu'un conte, ça parle toujours. On commence par Il était une fois et tout est bien qui finit bien. Et finalement, c'est aussi un peu ce que je souhaite au féminin aujourd'hui, demain et à jamais, c'est qu'il y ait ce Il était une fois qui a déjà commencé il y a tellement longtemps et qu'un jour on puisse dire et tout est bien qui finit bien. Ce serait tellement ah, bien. oh. Puis ça, c'est dans le livre Femme ayurvédique, Femme divine. Absolument, tout à Ce fait. sera, ce sera mon prochain livre, c'est certain. Ouais, non, mais vraiment, enfin, j'aime beaucoup ce livre, hein. J'aime tous mes ouvrages, bien sûr, mais je l'aime beaucoup parce que, enfin, il est vraiment, enfin, plus personnel. Il est beaucoup moins grand public, hein. Par contre, je tiens à le dire aussi, mais il y a tellement de choses dedans, il y a tellement de ressources, pour les femmes. Voilà, on arrive à se reconnaître dans chaque déesse. Chaque déesse, en fait, peut nous accompagner à un moment de notre vie. Qu'on ouvre le livre à un moment ou à un autre, en fait, on va jamais lire enfin, un conte, par exemple, de la même façon. Ça va venir vibrer différemment. Enfin, c'est vraiment un outil de guérison du féminin. C'est la beauté, je trouve que c'est là où l'Ayurveda reconnaît le féminin, c'est au niveau des cycles, de reconnaître que la femme, elle est mouvement, la femme, elle se transforme, la femme, elle est plusieurs, elle représente plusieurs, ben, dans ce cas-ci, déesses. Donc, on est représenté par plusieurs déesses, plusieurs cycles, plusieurs... hum, hum. Tout à fait, tout à fait. Et puis les cycles sont très importants dans l'Ayurveda de toute façon. Et l'Ayurveda s'intéresse beaucoup à la femme parce que déjà, bien sûr, elle est source de vie, mais aussi elle est source de vie dans tous les sens du terme, pas forcément pour donner naissance, hein. Une femme qui ne donne pas naissance ou qui n'a pas d'utérus, de nouveau, est une femme tout à fait de la même façon, sans aucun doute. Voilà, mais en tout cas. Il y a ces cycles cosmiques aussi, comme les cycles de la nature. Et en fait, la femme, elle est aussi un peu ce terrain fertile de la nature. Donc, l'Ayurveda s'y intéresse beaucoup. Il y a plein d'aspects de l'Ayurveda, en fait, qui s'intéressent spécifiquement à la femme. Il y a aussi le moment où, quand elle est une jeune femme, il y a le moment où elle devient mère, si elle le souhaite, et il y a le moment où son deuxième printemps, la ménopause, qui est une très belle époque de la vie et pas du tout quelque chose de négatif comme on le vit ici en Occident. Comme on a Bien au l'habitude contraire. de... Eh oui, On a l'impression de faner puis de s'en aller vers la mort alors qu'il y a encore de la vie. mais oui, c'est une autre éclosion. Au contraire, c'est la sagesse de la femme qui peut s'épanouir. Et la femme, en fait, a toute la place d'être femme, puisqu'elle n'est plus dans la procréation. Donc, elle n'est plus femme pour être mère, elle est femme pour être femme. C'est Hmm. quelque chose qui est vraiment très bien considéré en Ayurveda. Et il y a plein d'accompagnements spécifiques, en tout cas pour cette étape de la vie aussi. Est-ce que tu as un visuel du livre L'Ayurveda sourire aussi? Bien sûr, je les ai tous hein, à côté de moi. Donc l'Ayurveda sourire, il est comme ça. Voilà. Donc, c'est Donc là, bien. voilà. L'Ayurveda sourire quand la joie du cœur et la santé du corps. Voilà. Et Hmm. j'ai aussi Puis un il y a oracle. l'autre, oui, c'est ça, il y a Ouais, c'est l'oracle ça. de la femme ayurvédique aussi. Tout à fait. Et l'oracle de la femme ayurvédique, donc c'est une petite boîte, un coffret très beau, avec Oh, c'est beau plein de ça. cartes illustrées. Ouais, magnifique. Est-ce que c'est Et toi qui fais ton visuel? non, alors du coup, moi j'ai écrit tous les textes et j'ai écrit aussi, bien sûr, toutes les caractéristiques des visuels, donc en fonction des déesses
et des textes OK. anciens. Et j'ai donné en fait un guide à l'illustratrice qui a pu après illustrer en fonction de la demande que je lui ai faite. Mais c'est toujours très Wow. précis. Euh, donc, euh, C'est donc oui, voilà. magnifique. Ouais. C'est magnifique. Parce Donc, pour que celles voilà. qui ne voient pas, c'est une main. Il y a une femme assise dans la main. Puis, les doigts, au-dessus des doigts, il y a des planètes. Ouais, tout à fait. Mm. Oui, c'est parce qu'en fait, je fais aussi de la chirologie védique. Donc, c'est la science en fait des lignes et des signes de la main. Et voilà, et c'est la déesse en fait qui est associée en fait à cette science-là. Donc, je l'ai Et mise qu'est-ce que aussi. c'est l'oracle de la femme ayurvédique? Alors, un oracle, en fait, c'est un coffret, un très beau coffret, dans lequel il y a, alors, je vais te montrer, il y a un livret et des cartes illustrées. Qui a un OK. livret comme ça, et OK. des cartes illustrées qui sont en général dans un petit pochon. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que les personnes, quand elles ont envie d'avoir un éclairage sur leur journée, bon, ça c'est le dos des cartes. Là, par exemple, bah, là, il y a une carte, tu vois, c'est une vieille dame, parce que moi, Oui. j'aime que tous les corps soient Ah, c'est représentés à tous beau. les âges, voilà. Et donc, bah, tu Là, tires tout le une monde, carte, ceux qui plusieurs. écoutent juste audio vont, Ouais, vont vouloir venir nous voir ah, parce bah que tout c'est à vraiment fait. beau. Wow. Mais oui. Les Bah, il faudra images sont qu'ils viennent belles. nous voir. Mais tout à fait. Oui, il y en a de toutes les ethnies, toutes les formes, tous les styles, tous les âges. Ça, c'était important pour moi. Puis Il y a même une albinos. donc les Oui. cartes viennent avec le livre. Tout à fait. Alors, avec le petit livret. Donc, en fait, tu tires une carte ou plusieurs selon le tirage que tu as envie de faire. Si tu as envie, en fait, d'avoir une réponse à une question ou juste un éclairage sur ta journée. Et en fonction, imaginons, je sais pas, tu prends cette carte. Là, c'est une déesse indienne. Voilà, Shinamasta. Et ben là, si par exemple, tu prends Shinamasta, tu vas prendre en fait ton livret oracle et tu vas lire son texte. Le texte, en fait, qui va Ah. être associé et ça va te donner un éclairage en fait sur ta journée ou sur la question que tu as posée. Voilà. Donc c'est très ludique, c'est spirituel, mais c'est pas non plus un tarot. Donc t'as pas besoin en fait d'avoir des connaissances spécifiques. En tout cas, c'est accessible à tous et c'est ludique et voilà. Et il y a beaucoup de connaissances en fait hein, dans le livret. C'est comme un livre hein, en termes de contenu. Et il y a beaucoup de textes en fait très accessibles sur les déesses et aussi sur des songes méditatifs comme le pardon par exemple ou la joie et des choses comme ça avec des références en sanskrit, euh, une, une espèce de réflexion en fait sur ces termes pour pouvoir en fait le laisser infuser aussi en toi. Et est-ce qu'il y a autre chose en route? Pour l'instant, non. Ah, Après, moi, j'aime beaucoup écrire, donc c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées de projets, mais pour l'instant, je n'écris rien de spécifique. OK. Puis est-ce qu'il y a des outils ou, et bien sûr, ce que tu viens de nous présenter, je pense qu'on pourrait, on a beaucoup à apprendre à travers tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou des ressources, c'est le mot que je cherchais, des ressources que toi tu dis, ah, je les suggère souvent à mes clientes ou, Alors, ça dépend toujours un petit peu de la problématique de la personne. Donc, j'ai pas une ressource clé. Moi, mes ressources OK. à moi, c'est clairement les textes anciens, parce que je me plonge très souvent dedans pour pouvoir en fait bah, me réimprégner de la sagesse ayurvédique. Maintenant, j'ai jamais la même lecture, donc c'est infini, Comme la vraiment. Bhagavad Gita, c'est ça? Ça pourrait être la Bhagavad Gita, pourquoi pas, en Ah, non, effet. j'ai pas bien dit. Va Redis-le. aussi, Bhagavad Gita. Ah, OK. Mais Parfait. c'est... Non, c'est joli, c'est bien comment tu l'as dit, ne t'inquiète pas. Et j'ai compris, c'est ça qui compte, non? Voilà, mais ça peut être ça, mais ça peut être les textes en fait d'études ayurvédiques, des choses comme ça. Après, c'est vrai que comme moi je suis spécialiste en plantes médicinales aussi, je suis herbaliste hein, de formation et que je fais de l'ethnobotanique, je vais aussi lire des ouvrages comme ça et essayer toujours d'apprendre des nouvelles choses. Parce que c'est pareil, c'est infini. Je serai toujours une élève hein, jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pas du tout l'humilité enfin non, la croyance en tout cas de tout savoir. Je reste dans l'humilité justement de mon ignorance et de mon savoir qui est limité évidemment, et tant mieux, et tant mieux. Mm. Donc Puis, c'est ça est-ce que je dirais. que ça, c'est vraiment, de toute façon, c'est la santé d'apprendre, de la Tout à fait. curiosité. Ouais. Dis-moi, est-ce qu'il y a un
quelque chose qui, selon toi, est universel, que toutes les femmes devraient faire euh, pour prendre soin de leur santé? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau quotidien? Tu dis, si toutes Oui, les femmes faisaient cette chose-là au quotidien, il y aurait plus de chances d'avoir une bonne santé. oui. Bah alors, c'est quelque chose qui est très simple et qui va paraître très bateau, mais qui est pourtant essentiel, c'est s'écouter. Voilà. Si tout le monde pouvait s'écouter, juste écouter vraiment son corps, être à l'écoute de soi, ça changerait tout. Parce qu'en fait, on sait, le corps, il sait, et c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute, mais on a toujours des signaux de tout. Quand, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un, tu le sens pas, tu sais que en fait, ça va pas le faire, tu le sens dans ton corps, tout ton corps te dit non, et tu y vas quand même. À la fin, ça finit pas bien. Ou alors, ben, un truc aussi simple que trop manger, par exemple. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Bah non, stop. Là, le corps dit qu'il ne peut pas ingérer plus avec sa capacité à lui. Donc, ce sera pas positif pour lui. D'une façon ou d'une autre, ce sera négatif. Donc, s'écouter, une chose aussi simple que ça, c'est la clé, c'est la base. C'est la base en fait, vraiment. Si jamais on était plus à l'écoute de soi, il y aurait beaucoup moins de troubles, il y aurait beaucoup moins de mal-être, on se respecterait plus. Mais on a tendance en fait à se faire passer au deuxième plan, à se Mm. laisser de côté, à avancer, faire, 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 sans prendre le temps de se poser, de respirer et de dire: «Ah, mais de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi?» Voilà, à moi, parce que je suis la priorité de ma vie. Voilà, Mm. je suis l'être avec lequel je vais vivre jusqu'à la fin de mes jours. La seule personne avec laquelle je vais partager ma vie jusqu'à l'infini, c'est moi. Donc voilà, s'écouter, C'est c'est la drôle parce que base. tantôt, je te parlais bon, on a parlé de l'importance de connecter entre femmes, Oui, mais là, tu nous ramènes à l'importance de connecter avec soi-même d'abord. oui, tout à fait. Mais Hmm. de toute façon, en fait, ça commence toujours avec soi. Et après, le reste, finalement, c'est un peu notre corps agrandi, hein, ce qui se passe. Tout ce qu'on va manifester à l'extérieur, parce qu'on crée notre réalité aussi, bah, ça va être aussi en lien et en vibration avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on n'est pas bien dans sa peau, par exemple, on va en fait être entouré de personnes qui vont enfin, nous faire des remarques ou qui vont valider le fait qu'on ne se sent pas très bien. Quand on rayonne, on va nous le dire. Il va y avoir des personnes qui vont faire: «Ah waouh, mais oh, t'es rayonnante, mais t'es un vrai soleil.» Enfin voilà. Parce que déjà, à l'intérieur, on brille. C'est qu'une question de Hmm. cohérence. Hmm. C'est vraiment intéressant. Pourquoi on dit, ça c'est vraiment une question ça fait longtemps que je me rends compte qu'elle m'habite, mais j'ai pas de vraie réponse. Pourquoi le fondement de l'Ayurveda ou les bases de l'Ayurveda, c'est l'alimentation? Alors, c'est parce que l'alimentation, ça construit le corps, finalement. C'est ce qui fait que le corps existe et qu'il peut fonctionner. Et que le corps, en fait, c'est notre première entrée pour pouvoir, en fait, après, s'occuper du reste. Et l'alimentation, oui, c'est le fondement parce que c'est ce qui va vraiment, en fait, bah, faire que nous sommes qui nous sommes. Et ça va au-delà du corps parce que les saveurs qu'il va y avoir dans les aliments et les associations alimentaires qu'on va faire vont avoir un impact aussi sur notre esprit. Chaque saveur a un impact, en fait, sur certaines émotions. Donc quand on veut favoriser, par exemple, les états méditatifs, il va pas falloir être trop à manger plein de glaces ou de gâteaux, tout ça, non, parce que ça va nous ramener un peu vers la terre. Ça va favoriser aussi l'énergie de kapha dont je parlais tout à l'heure. On va être plutôt orienté vers des aliments avec des saveurs qui vont nous élever, qui vont nous donner de la légèreté, de la clarté d'esprit, et on sera plus sur de l'amer, par exemple, la saveur amère. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Quand on sait ça, ça change complètement aussi la vie. Parce que l'alimentation est un outil aussi bien pour le corps, le fonctionnement du corps, l'énergie, mais aussi la psychologie, l'esprit et la spiritualité par extension. Oh là là, c'est vrai. Parce que j'avais j'avais un combat interne qui disait, pourtant, la méditation, c'est la base, mais tu as raison, sans avoir une bonne alimentation, c'est difficile d'aller dans ces espaces de méditation aussi.
c'est dommage qu'actuellement l'alimentation soit autant industrialisée, puis qu'on se nourrisse de choses qui, dans le fond, nous font du tort. Tout à fait. Mais si Donc, on est à son écoute, on le sait que ça nous fait du tort. On le sent. Je sais très bien que je suis absolument sûre que si jamais, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc que tu adores? Donne-moi un exemple d'un truc que tu adores mais qui est pas très bon pour la santé. On a tous hein, des trucs comme ça. quelque chose que j'adore, mais qui est pas très bon pour la santé. Je vais te dire, parce que moi j'aime beaucoup la salade, les légumes, alors j'étais pour te dire ça, mais je vais pas dire ça. Je vais dire quelque chose que j'adore, qui est pas très bon pour la santé. Euh, hey, c'est difficile. Ah, le café. Le Le café. café. Ben Ouais, oui. bah, le café par exemple. Alors en fait, déjà, avant toute chose, je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent que dans la nature, tout peut être un remède ou un poison selon la façon dont on l'utilise. Donc il n'y a rien qui est vraiment hyper bon ou hyper mauvais pour la santé. C'est très réducteur. Mais le café, c'est très acide, par exemple, hein, pour le corps. Donc voilà, bon bah, le café, tu sais en fait que quand t'en bois, bon, allez, une tasse, peut-être ça te fait du bien, ça te rebooste tout ça. Mais tu sais que quand t'en bois trop, tu te sens pas très bien, qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, que peut-être que ta digestion, elle est pas au top, que t'as peut-être un goût en fait dans la bouche un petit peu bizarre, que t'es stressé, que tu vas moins bien dormir, que tu vas être peut-être même moins attentive, parce que justement, Mhm. tu vas être un peu partout dissipé. Tu le sais, Ben en fait, oui. voilà. Et donc, on a conscience. Si on s'écoute, on sait. Donc, tu sais très bien, en fait, si c'est bon ou pas. Tu peux trouver ton juste milieu en te disant que tout dans la vie est une question d'équilibre et que donc tu peux très bien boire un café une fois de temps en temps ou un café par jour et ça te fait du bien parce que ça t'apporte de la joie et du plaisir, mais pas cinq. Parce que là, tu pars en fait dans quelque chose qui n'est pas bénéfique pour toi. Donc, on est toujours, en fait, on sait, enfin, on a cette sagesse. Les gens oublient, en fait, à quel point ils sont intelligents, à quel point ils ont la sagesse. Le Ils corps oublient, mais je parle. pense qu'on est aussi noyé dans, tu sais, je pense qu'il y a des centaines d'années, ce à quoi on avait accès à moins de choses. Donc, il y avait peut-être moins de possibilités de débordement, je vais dire ça comme ça. Mais actuellement, les épiceries, c'est fou, là. Il y a tellement, mais tellement, mais tellement de produits. Je pense qu'en France, est-ce que vous dites épicerie ou marché? Ouais, marché, supermarché, hypermarché, Supermarché. ouais. C'est Ouais. incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Euh, donc, le fait qu'on ait accès à tout ça, puis à la publicité qui nous incite à consommer toutes sortes de choses, je pense qu'il n'y avait pas ça avant. Puis les produits sont beaucoup plus transformés maintenant qu'avant. Donc, ça prend vraiment, euh, faut prendre une décision. Donc, il faut décider pour nous. Ça prend un engagement envers nous, je Tout à pense. fait. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a beaucoup de nourriture morte qui n'a plus de vitalité, qui devient déjà un déchet, alors qu'on commence juste à l'ingérer, c'est déjà un déchet pour le corps en fait. Parce qu'il a rien à en tirer, il faut juste qu'il arrive à traiter ça et à l'évacuer. Parce que ça lui apporte quasiment rien. C'est ça qui est triste aussi. Donc oui, il faut, c'est important d'être à l'écoute de ça. Et puis aussi, dans chaque aliment, il y a des énergies spécifiques. Au-delà des saveurs, il y a aussi des énergies qui vont en fait tirer vers le bas, donc apporter de la lourdeur, apporter beaucoup d'agitation ou alors favoriser ces états méditatifs et de clarté d'esprit. Il y a en fait ces trois choses-là aussi qui interviennent en plus. Donc tu imagines, il y a ça. Il y a le fait que ce soit industrialisé avec des trucs improbable et presque complètement indigeste pour le corps parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est cette substance machin là? C'est quoi ça? Comment je fais? Mais le corps est intelligent, il va gérer. Il va gérer. Mais il va gérer comme il peut, ce qui fait que ça va peut-être pas être complètement digéré par le système digestif et ça va peut-être en fait aller dans un système secondaire de digestion, donc passer par le sang et peut-être ressortir par la peau. Donc on peut avoir de l'eczéma, du psoriasis, des poussées de boutons, on peut avoir des allergies, plein de choses comme ça, et on fait pas forcément le lien, et pourtant, c'est juste qu'il y a eu un trop plein et que ça a été trop difficile pour le corps et qu'il a juste évacué comme il a pu. Hmm.
Voilà. Et des En fois, tout quand c'est cas, comme ça va dans des organes aussi. Excuse-moi, pardon. Ça va ben aussi dans oui. des organes où ça ne devrait pas aller. Et c'est ça, en fait, qui commence à générer la maladie. Souvent, c'est comme ça que ça commence. C'est quand ça sort, en fait, de son chemin traditionnel. Donc, plus on est sur de l'aliment brut, qu'on va travailler soi, en mettant aussi les bonnes émotions et l'énergie qu'il faut, parce que ça aussi, c'est de la nourriture. Hein. Il y a c'est informé, en fait. On informe sa nourriture avec son énergie aussi. Et ça aussi, on va le manger, l'ingérer et le transformer. Mais en tout cas, plus on est dans du brut et du travaillé par soi, et moins transformé par l'industrie, et mieux c'est. Hmm. C'est un beau message. C'est dommage que les décideurs ne nous entendent pas aujourd'hui. Ben, merci infiniment, Gwenaëlle. C'est tellement intéressant. Puis en plus, t'es tellement une belle représentation de Oh, l'Ayurveda merci. sourire. Merci, merci Evelyne. Merci pour ton travail. Merci pour tes ouvrages aussi. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ou une inspiration, quelque chose que tu aimerais, avec lequel tu aimerais nous laisser aujourd'hui? Eh ben, puisqu'on a commencé en fait avec l'Ayurveda sourire et qu'on a parlé d'amour de soi, de s'écouter, etc., je dirais aussi d'être dans la gratitude, hein, parce que ça aussi c'est très important. Eh ben, moi, je dirais que vraiment, en tout cas, quand je dis que la joie du cœur et la santé du corps, ça a vraiment du sens. Et que voilà, que peut-être que les gens essaient de garder ça en tête. Si jamais il y a quelque chose à retenir, la joie du cœur et la santé du corps. Essayons en fait de favoriser la joie dans nos vies, d'être à l'écoute de soi, même si on fait pas tout bien, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On n'est pas là pour être parfait. Rien n'est parfait en fait. C'est où tout est parfait, tout est question de comment on voit les choses. On est parfaitement imparfait. C'est ça que je dirais. Et donc, voilà, si jamais on est à l'écoute de soi, on va vers ce qui nous fait du bien, ça ira bien. Voilà. Hmm. Merci pour toute cette belle sagesse que tu portes avec, je vais dire avec modernité, avec accessibilité. C'est c'est vrai, c'est Ouais, important parce que je pense que c'est une belle science qui mérite d'être connue. oui, c'est vrai. Merci et au plaisir de te rencontrer en vrai. Mais merci à toi, Evelyne. Mais oui, avec grand plaisir, avec joie. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!